pense qu'on aura les gens en haut. D'accord. Bien, bonjour à tous. Merci d'être là, merci d'avoir. Il fait beau dehors, on n'est pas en terrasse, mais on pourrait le faire. J'espère que ça sera convivial. L'idée, c'est qu'on échange, hein. C'est que ça soit interactif. Je ne vais pas parler tout seul pendant 1 heure, ça dure 1 heure. Voilà. Donc, je m'appelle Nicolas Muller, je suis un des fondateurs, des cofondateurs de Talao. C'est une société qu'on a créée il y a 3 ans. Et je vais vous expliquer comment notre mutation vers la blockchain nous permet de faire évoluer notre positionnement, de changer un peu les règles sur le secteur de ce qu'on appelle le travail à la demande ou l'industrie du freelancing et comment nous on se positionne par rapport à tout ça. Donc l'idée c'est de se concentrer sur le projet. Bien sûr on fait une ICO qui est en cours, mais je suis ravi d'avoir l'occasion de parler du projet. Ça c'est important quand on est là-dessus. Donc en fait, le marché du travail à la demande, le marché du freelancing, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui travaillent en freelance, voilà. C'est un marché qui est en pleine explosion aujourd'hui. Voilà. Alors c'est venu des États-Unis, ça arrive en Europe de plus en plus. Ça concerne les jeunes, mais ça concerne aussi les moins jeunes. Hein, parce que ça concerne des gens qui veulent adopter ce style de vie. Et puis il y a des gens qui quittent le marché du travail, qui veulent continuer à transmettre, continuer à rester en contact avec la communauté, ce qu'on appelle des anciens, et qui sont aussi en freelance. Vous voyez, donc on fait le grand écart en termes de génération. Aujourd'hui, on estime que dans le monde, il y a 100 millions de freelance à peu près. 100 millions de personnes qui travaillent avec ce statut indépendant. C'est des gens qui pourraient peut-être témoigner, qui veulent avoir de la liberté, qui veulent augmenter leurs revenus, qui veulent choisir des missions qui les intéressent. Hein, c'est ça qui motive ce style de vie du freelancing. Je rencontrais la semaine dernière, j'étais en Corée, j'ai rencontré Luc Julia, qui est le patron de l'innovation de Samsung, qui vit aux États-Unis, et il dit quels que soient les secteurs, c'est un style de vie. Voilà, voilà. Les gens veulent travailler dans ce mode-là. Donc on a d'un côté des gens qui sont attirés par ce type de modèle, et vous avez de l'autre des entreprises qui sont intéressées par ces ressources. Hein, et elles sont intéressées par ces ressources parce que aujourd'hui, les grosses entreprises, dans des secteurs technologiques notamment, elles ont besoin d'innover, d'avoir une certaine agilité sur l'innovation. Donc agilité, c'est aussi agilité dans les ressources. Elles ne peuvent pas se permettre de supporter des coûts fixes qui sont trop importants. En plus, les technologies évoluent vite. Donc quand vous recrutez des gens en permanence, une fois qu'ils sont chez vous, c'est plus difficile soit de les faire évoluer, soit de les faire sortir, dans certains cas. Et puis, ils ont besoin, ces entreprises, d'accéder rapidement à des technologies qui sont de plus en plus complexes. Pour vous donner un exemple, on a travaillé avec un avionneur célèbre en France, il n'y en a pas 10 000, qui se lance dans comment je construis un taxi volant autonome. Ouais, donc vaste sujet. Et ça requiert des compétences qu'eux n'ont pas en interne, puisqu'ils sont avionneurs, notamment des compétences par rapport à tout ce qui est capteur, logiciel embarqué, etc. C'est des compétences qu'on trouve dans l'industrie automobile. Et quand ils ont voulu aller chercher ces gens, ils n'avaient pas sur le marché, à embaucher. Ils n'avaient pas. Donc ils ont été obligés de les prendre en freelance. Voilà, les meilleurs qui existaient n'étaient qu'en freelance. Donc ces grandes entreprises, aujourd'hui, de plus en plus, n'ont pas le choix que de toute façon avoir recours à des freelance, parce que de toute façon, le marché s'assèche sur ce type de choses. Donc beaucoup de freelance, des entreprises qui ont des besoins, et puis, bonjour, et puis les technologies aujourd'hui qui permettent de mettre en place des nouveaux modèles. Et donc c'est la blockchain, des modèles qu'on appelle décentralisés. Hein, et la vertu des modèles décentralisés, c'est que dans un modèle décentralisé, il n'y a plus d'intermédiaires. Donc vous arrivez à réduire ce qu'on appelle les coûts d'intermédiation. Et puis, il n'y a pas de propriétaire, notamment de propriétaire de vos données. Hein, dans un modèle centralisé, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui possède vos données professionnelles. Voilà. Donc on a ces 3 éléments qui, mis ensemble, font que cette industrie va exploser. Je ne vais pas trop faire de slides, hein, parce que presque je pourrais le faire sans slide du tout même. Voilà, donc le marché, ce qu'on dit aujourd'hui, à peu près, pour vous donner une idée, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que donc 100 millions de freelance, il y en a 20% qui travaillent par des plateformes en ligne aujourd'hui. Vous voyez, donc le marché est loin d'être adressé en termes de digitalisation. Les acteurs qui existent sont principalement des acteurs américains. Les plus grosses plateformes de freelance, c'est Upwork. Peut-être que vous connaissez ces plateformes, freelancer.com, Catalent, etc. Hein, donc il y a plusieurs millions d'utilisateurs, essentiellement des acteurs américains. Et on estime que d'ici 10 ans, dans les grands pays industrialisés, ça sera à peu près de la moitié de la population active qui sera en freelance. Donc vous voyez, c'est énorme en termes Et pour les grands groupes, ça sera à peu près 20% de leurs ressources qui seront en statut freelance. Voilà.
1500 milliards de dollars, on estime à 10 ans ce marché. Voilà. Alors, ce qui se passe aujourd'hui sur ce marché, pourquoi nous on s'y intéresse et on y voit une opportunité, c'est que les freelances qui travaillent via des plateformes, aujourd'hui, elles sont ponctionnées de à peu près 10 à 20% de leurs revenus parce que c'est des commissions que prennent les plateformes pour assurer le service, la prestation d'intermédiation. La deuxième chose, c'est que quand vous travaillez en tant que freelance sur une plateforme, votre réputation professionnelle ne vous appartient pas. Elle appartient à la plateforme. Autrement dit, tous les retours clients que vous pouvez avoir, les notations, les évaluations, les commentaires, etc., appartiennent à la plateforme. Le jour où vous décidez de partir, vous perdez cet atout-là. Si vous décidez de travailler sur plusieurs plateformes, ben vous divisez votre réputation en autant de plateformes sur lesquelles vous travaillez. Donc, cette notion de données, en fait, n'appartient pas aux freelance. Côté entreprise, quand on cherche des freelances qu'on en a besoin rapidement, il y a toujours ce problème de dire quel est le niveau de confiance que je peux avoir dans le profil que je reçois. C'est un point important, ça veut dire que je vais vite, mais est-ce que je tombe sur la bonne personne? Et comment je peux m'assurer que je tombe sur la bonne personne? Donc soit je prends un risque, soit je décide de prendre un peu plus de temps, de payer des gens qui vont faire des vérifications de référence. En tout cas, le process n'est pas très efficace et pas très fluide côté entreprise. Et puis dernier point peut-être, c'est de dire la relation sur une plateforme entre un client et un freelance, elle est quand même relativement déséquilibrée. Parce que le client pèse beaucoup et vous, en tant que freelance, vous ne pèsez pas beaucoup. Donc dès qu'il y a un conflit à gérer, ce n'est pas toujours en faveur du freelance. Vous voyez, donc ce modèle-là aujourd'hui n'est pas assez efficace. Et donc on a moyen, grâce à la blockchain, de proposer un modèle qui est différent. Il est différent en ce sens qu'on est capable de proposer un modèle à zéro commission. Voilà. Zéro commission, d'accord. Ça, c'est puissant, ça veut dire 100% de vos revenus. Aujourd'hui, c'est un demi-milliard de dollars qui échappent aux freelance à travers les commissions des plateformes. Sachant que seulement 20% sont en ligne. Donc on vous prend zéro commission. On vous dit, en tant que freelance, votre réputation vous appartient. Je vais vous expliquer tout ça, comment on fait derrière. Votre réputation vous appartient. Donc on met en place un mécanisme qui vous permet de dire, chaque fois qu'un client m'évalue, ça c'est quelque chose qui fait partie de mon actif. La propriété des données, c'est presque un sujet philosophique aujourd'hui. Quand j'ai rencontré Luc Julia la semaine dernière, lui, il est très sur les sujets Internet des objets. Il posait une question, il disait, par exemple, les données qui se rapportent à votre machine à café, qui vont être dans le cloud demain, etc., appartiennent à qui aujourd'hui? C'est des vraies questions aujourd'hui sur les données, sur ce qu'on en fait, sur comment on les monétise. Voilà, il y a cette réglementation européenne qui vient rajouter tout ça. Le troisième sujet, c'est de dire on peut aller vers des nouveaux modes de gouvernance de ces plateformes, c'est-à-dire vers des modes de gouvernance décentralisés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est capable, grâce à la blockchain, de paramétrer un certain nombre de règles qui permettent de prendre des décisions collectivement et de faire en sorte que ces décisions ensuite soient expliquées à travers des systèmes de vote, etc. Donc ça permet quoi? Ça permet de dire, quand je suis freelance, quelque part, je suis un peu acteur du système sur lequel je travaille tous les jours qui peut me trouver des clients, etc. Donc c'est un point intéressant dans la gouvernance. Et le quatrième point qui est intéressant et qui est important pour nous, c'est que les grands groupes aujourd'hui vont de plus en plus embaucher des freelances et ont du mal à aller sur des marketplaces publics. Voilà. Parce que ce n'est pas dans leur process naturel d'achat. Ils ont des difficultés. Airbus contracter avec un freelance en direct, ça ne marche pas bien, mais c'est valable pour Renault, c'est valable pour un certain nombre de grosses entreprises. Et donc ce qu'ils demandent, c'est qu'on leur crée un environnement privé. Un environnement qui leur soit dédié, dans lequel ils vont pouvoir référencer des freelances, ils vont pouvoir les gérer, ils vont pouvoir les fidéliser. Et ça, c'est un métier qui est complètement nouveau pour eux. Et nous, on a des choses à leur apporter, on l'a déjà fait, pour leur dire, voilà, on peut créer des sous-ensembles dédiés à des entreprises et qui permettent de gérer ces populations de freelance. Donc aujourd'hui, nous, notre propos... Pardon. J'ai l'impression que tout s'affiche pas, mais je sais pas pourquoi. C'est pas grave. Notre proposition de valeur, le fait d'aller sur la blockchain et d'émettre un token, je vais vous expliquer à quoi ça sert et comment ça marche concrètement. Sur la réputation professionnelle, notre point de vue, c'est de dire on peut utiliser la blockchain pour certifier des compétences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on peut, grâce à la blockchain, quand un client note un talent, un expert, on peut créer un certificat. Le certificat, on peut le mettre sur la blockchain. Ou au moins, le lien vers ce certificat, on peut le mettre sur la blockchain. Oui. Ce qui fait on ne peut plus le changer, il n'est plus modifiable derrière. Voilà. Et ce qu'on dit, c'est qu'on développe ce qu'on appelle un protocole de réputation. On dit aux talents, on va vous ouvrir un coffre-fort numérique, une sorte de coffre-fort digital, et dans ce coffre-fort, vous allez pouvoir stocker l'ensemble de vos certificats. Voilà.
D'accord? Et ces certificats, vous allez pouvoir ensuite décider à qui vous le donnez accès à ce coffre-fort numérique. Et vous allez même pouvoir faire une chose qui est super, c'est dans certains cas monétiser l'accès. Puisqu'un client, grâce à ces certificats, il n'a plus besoin de payer des gens qui vont faire de la vérification de référence, ou quand je suis très bon dans mon domaine, j'ai peut-être envie de monétiser ça. Et ce coffre-fort numérique, en fait, il vous appartient, vous, en tant que freelance. Et ce qu'on dit, c'est que la clé vers ce coffre-fort, c'est le token, en fait. Et pourquoi c'est la clé? Parce que le token qu'on a émis, en fait, ce qu'on demande aux freelance, c'est de mettre un dépôt de garantie en token. L'idée, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de déviance dans l'utilisation de ces coffres-forts. Dépôt de garantie, c'est ce qu'on appelle les fonctions de stacking. Donc on achète des tokens, on les place, et ça permet ensuite d'ouvrir un coffre-fort, de stocker ces certificats, de monétiser l'accès à ces certificats. Et si un jour je décide de fermer mon coffre-fort, bah, je récupère mon dépôt de garantie. Ça, c'est une des premières fonctions du token. Ouvrir un coffre-fort, le gérer, et permettre à des clients d'acheter l'accès de la même façon en utilisant le token. Donc ça, cette réputation-là, c'est important. Ça permet aux freelance de reprendre la possession de son réputation freelance, qui est son asset. Enfin, moi, j'étais freelance aussi. C'est vraiment notre asset, c'est ça, c'est notre réputation. Comment je peux prouver que j'ai travaillé pour tel et tel client et que j'étais bon. La deuxième chose, c'est de dire la gouvernance, c'est les systèmes de ce qu'on appelle les... Je ne sais pas si vous connaissez un peu ce type d'organisation. Alors, il y a eu un projet célèbre qui s'appelait The DAO. C'est un peu le Graal sur des organisations décentralisées, parce qu'on est capable des règles de gouvernance qui sont de dire, par exemple, moi en tant que freelance, j'aimerais bien participer à la vie de la plateforme, j'ai des idées, j'aimerais bien soumettre une proposition pour changer la politique tarifaire, j'aimerais bien qu'on rajoute telle ou telle fonctionnalité. Voilà. Donc ça, c'est des modes de vote, en fait, qu'on est capable de paramétrer dans la blockchain. Et de la même façon, on dit, pour pouvoir participer à ça, il faut détenir des tokens. Et encore une fois, c'est un dépôt de garantie pour s'assurer qu'on a des bons comportements dessus. Et le poids que j'ai dans le vote, il ne dépend pas du nombre de tokens, il dépend de ma réputation. Donc c'est pas... Oui, enfin... A contrario, si on avait dit le poids du vote dépend du nombre de tokens, on s'oriente vers ce qu'on appelle un token security. D'accord? Là, on est sur un token, ce que je n'ai pas dit, c'est un token utilitaire basé sur la blockchain Ethereum, donc ERC20. D'accord? Voilà, donc le token, il sert à ça, il sert à participer à la DAO. Alors les fonctions de DAO, c'est des fonctions qui peuvent être assez complexes, parce que c'est des mécanismes de consensus avec des règles, des paramétrages qui peuvent être assez compliqués. Donc nous, on s'appuie sur un partenaire pour gérer la DAO qui s'appelle DAOstack, je ne sais pas si vous avez suivi. Il y en a qui connaissent DAOstack, voilà, c'est un protocole. Il y en a un autre qui est très connu qui s'appelle Colony, voilà, qui apporte tout à fait, qui est un très bon projet. Voilà, donc un certain nombre de projets qui émergent comme ça, qui vont permettre demain vraiment d'instrumenter des modes de gouvernance et des nouvelles façons de coopérer entre les humains. Et la troisième fonction du token, c'est une fonction qui permet à des clients d'acheter des services premium sur la marketplace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand j'ai des besoins, je les poste sur la plateforme, c'est gratuit. Je peux acheter des services premium parce que je dis mon besoin il est super urgent, donc je veux qu'il monte en tête de liste. Il est super confidentiel, donc je veux que l'expert il signe un NDA en ligne avant d'y accéder, parce que j'ai peur que ça s'évapore, enfin que ça parte dans la nature. Voilà. Donc il y a un certain nombre de services plus qu'on peut mettre sur la marketplace, voilà, qui sont payés en token. Alors, un des points importants, c'est le paiement des missions. Voilà. Ça, c'est un point qui est un point important. Aujourd'hui, sur le sujet qu'on adresse, l'industrie du freelancing, il y a d'autres projets qui existent. Et ces projets sont essentiellement construits sur un système qui dit, nous, on a un token, et ce token, il va nous servir. La principale utilité, c'est un moyen de paiement. Un moyen de paiement entre des clients et des freelances. Voilà. C'est ça l'utilité du token. Et moi, je ne crois pas du tout à ça, en tout cas pour l'instant, parce que combien de freelances sont prêts à être payés dans le token d'une plateforme qu'ils ne connaissent pas vraiment, etc. Voilà. Qui est la source de revenus avec lesquels ils vont acheter leur pain, qui vont payer leur loyer, etc. Voilà. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'on n'est pas du tout mûr pour faire ça aujourd'hui. C'est intéressant dans le principe, donc on va laisser le choix, en fait. Et moi, je pense que 95% des paiements des missions vont se faire en fiat, en fait. On n'utilisera pas le token pour faire ça. Voilà. En tout cas, nous, on n'a pas ciblé notre modèle en disant le token va servir à payer des missions de freelance. C'est pas notre approche. Et dernier point sur lequel on peut utiliser le token, c'est pour mettre en place des programmes d'affiliation, des programmes de parrainage. On dit, quand vous êtes un talent, quand vous parrainez un ami, quand vous parlez, voilà. Donc on est capable de mettre en place des systèmes qui sont intéressants, avec un token qui par définition est plus liquide que des crédits ou des points quand vous allez chez Total pour avoir votre bande dessinée. Voilà. Donc ça permet de mettre en place des mécanismes qui sont intéressants à ce niveau-là.
Donc, un petit zoom juste sur l'aspect réputation. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. On va s'appuyer sur des technologies qui existent. Je ne sais pas si vous avez entendu, il y a par exemple à Station F, vous avez BC Diploma qui s'est créé. Et eux, ils organisent la certification des diplômes. Diplômes universitaires, diplômes des écoles, etc. Hein, donc, il y a une autre technologie qui s'appelle BoxCert. On va partir, nous, sur cette technologie qui est développée sur le MIT. Par le MIT, voilà, ça permet c'est toute la logique d'émission de certificats, etc. sur la blockchain. Vous voyez, donc il y a des technos qui existent, on ne va pas réinventer la roue sur ce sujet-là. Et on va s'inspirer, enfin se connecter grâce à ces technologies. Voilà. Et dans le paramétrage de ce qu'on appelle le coffre-fort numérique, il y a un point qui peut être intéressant, c'est de dire, on a une... C'est quoi les agents? L'agent? Ouais, j'allais justement venir à ça. L'agent, c'est lorsque vous voulez dire, j'ai un intermédiaire que je peux rémunérer si grâce à lui, quelqu'un demande l'accès à mon coffre-fort numérique. Je vous donne un exemple très concret. Si on dit demain, sur LinkedIn, on peut poster l'adresse vers son adresse Ethereum vers son coffre-fort, un des moyens peut-être d'inciter LinkedIn à autoriser cette publication d'adresse, c'est de dire les revenus potentiels que le talent ou l'expert peut avoir quand un client demande l'accès, ça va pour partie ou pour même 100%, je ne sais rien, hein, à LinkedIn. Donc vous voyez, ça permet de dire, ce lien vers ce coffre-fort, on pourrait imaginer, c'est comme ça que nous on le voit, qu'il soit demain publié sur n'importe quel marketplace. Pas la nôtre, ça va être la première à l'utiliser, mais potentiellement n'importe quel marketplace peut l'utiliser. Pour être très concret sur ce sujet-là, j'étais en Corée la semaine dernière, on a signé un partenariat avec une marketplace de freelance qui s'appelle Komong, qui est la première en Corée. Il y a 250 000 freelance sur cette plateforme. On a signé un accord de partenariat avec Komong sur ça. Donc demain, ils disent, le partenariat, c'est de dire, on équipe les 250 000 freelance de Komong avec un coffre-fort, parce que ce qui les intéresse, c'est de certifier les expertises. Donc on n'est pas sur la partie marketplace. Le marché coréen, c'est un marché assez particulier. Nous, y aller comme ça, from scratch, il y a peu de chances qu'on réussisse beaucoup. Mais on a réussi à trouver un accord sur l'utilisation de ça. Ça permet aux Coréens potentiellement aussi d'ouvrir leur marché, d'ouvrir leurs experts à l'international, parce que c'est un marché qui est plutôt replié, fermé sur lui-même. Donc c'est intéressant. Voilà, c'est un exemple concret d'utilisation du token, de circulation du token demain, ce type de partenariat. Donc nous, le fait de proposer un modèle à zéro commission, ça implique qu'on change complètement le business model de l'entreprise. Business model d'une entreprise classique. Zéro commission pour les entreprises. Parce qu'on parlait que des freelances. Ouais, zéro commission sur le deal, globalement. Donc c'est des deux côtés. C'est-à-dire que toute mission signée par un talent avec une entreprise, ni côté client, ni côté talent, on ne ponctionne de commission. D'accord ? Donc, quand je dis on change le business model, c'est que le business model d'une société traditionnelle, c'est je fais des profits et je rémunère mes actionnaire. Enfin, je réinvestis une partie dans l'entreprise. Nous, en allant vers la blockchain, avec un modèle de token, ce qu'on dit, c'est qu'en tant que fondateur, on ne se distribue pas de dividendes. Voilà, donc c'est dans nos statuts. On s'interdit de se distribuer des dividendes. On se rémunère en token parce qu'on s'alloue des tokens, comme toutes les ICO. Il y en a une partie pour l'équipe fondatrice. On a deux sources de revenus. C'est les services premium dont on a parlé tout à l'heure, les marketplaces privés qu'on met à disposition des grands groupes. Donc on a deux sources de revenus. Ces revenus sont réinvestis dans la boîte. Voilà. Et l'utilisation de ces revenus, on peut utiliser la DAO pour dire comment est-ce que vous souhaitez, vous, communauté, qu'on réinvestisse, sur quel sujet, etc. etc. Vous voyez, donc c'est comme ça qu'on voit le modèle. Et donc on est sur un modèle qui est assez proche enfin moi c'est ce que j'avais en tête, c'était un peu une coopérative digitale en fait de talent. C'est un modèle assez coopératif et c'est ça que je trouve intéressant sur la blockchain. Quand on a créé Talao il y a 3 ans, on avait ça en tête. Voilà. Et les coopératives, ils sont actionnaires. Ils sont actionnaires, mais c'est compliqué d'avoir avec 5000 talents, ils sont pas aussi nombreux, avec des gens qui sont pas sur la même zone géographique, le système capitalistique classique en fait est compliqué pour mettre ça en place, mais l'idée c'était quand même de se dire comment ces talents je peux les engager dans la vie de la plateforme et dans l'intérêt de la plateforme. L'intérêt avec le token, c'est qu'on est tous alignés sur le même modèle. Fondateurs, utilisateurs, etc. On a intérêt, c'est que le token il monte. Quand j'ouvre un coffre-fort numérique, je place des tokens. Si un jour je le ferme, je peux imaginer que je vais faire une plus-value dessus. Donc c'est comme ça qu'on le voyait et c'est comme ça qu'on appréhende le marché. Bon, ça, je vais passer plutôt vite.
je ne sais pas pourquoi les images ne s'affichent pas du tout. Hein. Bon, c'est pas grave. C'est juste pour vous dire qu'on existe depuis 3 ans. Voilà. Qu'aujourd'hui, on a à peu près 30 000 talents dans notre base. On a démarré sur le secteur aérospace. D'accord, on est vraiment focalisé là-dessus. Donc, on était sur une marketplace centralisée. On a des grands comptes qui utilisent la plateforme pour aller chercher des freelances. On a positionné quelques marketplaces privés. Donc, on n'est pas très loin du modèle qu'on imaginait. On a déjà un système un peu de crédit interne, qui n'est pas un crypto-asset, mais qui est un crédit qu'achètent les clients pour acheter des services premium et pour accéder à des profils d'experts. Donc, il y a une certaine logique. Enfin, la blockchain, c'était un mouvement qu'on a considéré assez naturel par rapport au modèle d'où on venait. Ça nous permettait d'aller plus loin, d'apporter plus de valeur, mais c'était assez naturel. Voilà. Donc là, il n'y a aucune photo qui apparaît, super, c'est pas grave. Donc sur l'équipe, on est 3 cofondateurs, on se connaît depuis longtemps, on a monté des boîtes ensemble, etc. Dans fin des années 90-2000, on avait une grosse boîte dans Internet qui s'appelait Free System, qui avait une belle market cap, etc. Hein, donc Thierry Téné a été le fondateur et patron de Free System, qui est une très belle réussite dans les années 2000. Voilà, donc on a un peu l'expérience de faire grandir des boîtes et de les faire tourner. Vous n'avez pas les photos, on a une équipe technique qui est bien aussi sur la blockchain, sachant que la blockchain, pour trouver des ressources, c'est pas toujours facile, donc on est aussi beaucoup, nous, en apprentissage et en formation. Voilà, on fait monter nos développeurs en compétences sur Solidity, sur un certain nombre de sujets. On a des advisors qui sont ici, donc toujours pareil, il n'y a pas de photo, je suis désolé pour ça. On a par exemple Gaspard Koenig, un advisor qui est un philosophe, je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. Et on s'est retrouvé sur cette notion de données. Voilà. Ouais, sur cette notion de propriété des données. Lui, son credo, alors je ne vais pas parler à sa place, mais par exemple, c'est de dire vis-à-vis de Facebook, par exemple, Facebook utilise nos données. Nous, en retour, on utilise Facebook gratuitement, mais on ne sait pas si ce rapport de force est finalement équilibré, parce qu'on ne le valorise pas. Dans une économie libérale, on valorise un échange de services, on met une valeur derrière. Il dit, ça serait normal qu'on dise, non, finalement, moi je suis prêt à payer pour l'utilisation de Facebook, et en contrepartie, voilà combien Facebook m'achète mes données. Ouais. Bon. Donc en fait, sur ce sujet de la data, l'appropriation des données professionnelles, on s'est pas mal retrouvé, donc c'est intéressant d'élargir. Donc on a des acteurs de l'économie, évidemment, et puis d'élargir un peu la réflexion à d'autres types de personnes. Ah, j'ai vraiment aucun logo. Hein. Bon. Les partenariats qu'on a conclus, on ne voit rien en plus, parce qu'il n'y a pas les logos, je suis désolé. Donc à gauche, s'il y avait les logos, donc on s'appuie sur DAO Stack pour tout ce qui est la DAO, voilà, l'infrastructure qui va nous permettre de gérer la DAO. Et ce que vous avez à droite, c'est une société qui s'appelle Fusion. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce projet-là. Fusion, ça permet d'interconnecter des blockchains et c'est très orienté sur les services financiers. Voilà. En gros, le partenariat qu'on fait avec eux, un des points qui est important, c'est de dire comment est-ce qu'on est capable de proposer des dispositifs qui permettent demain aux freelances d'être payés très rapidement. Et c'est comment ces partenariats? Ça se prend dans quelle forme? C'est des tokens aussi? Ouais, c'est des partenariats commerciaux, c'est des échanges de tokens entre nous, et c'est ensuite des partenariats au niveau concrètement au niveau des ressources, hein, pour développer ensemble et intégrer les services. Voilà. Donc c'est ça qu'on a mis derrière. On n'en a pas 10 000, hein, c'est les deux partenariats importants. Les services financiers sont des points, voilà, quand on est freelance, si on a une question, c'est comment je fais pour être payé rapidement. Hein, parce que voilà. Donc ça devrait nous permettre de proposer des services qui sont intéressants. Bon, comme on voit rien, il manque la moitié des schémas. Bon, donc l'ICO elle est en cours, on est en précès. Si vous avez des questions après, je pourrais vous en parler. Une softcap à 5 000 Ethers, hardcap 24 000 Ethers. Voilà, la crowd-sale, elle démarre vraiment en juillet. Voilà, les métriques, on peut en reparler. Je préfère que ça ne dure pas très longtemps, mon show tout seul, et puis qu'on passe sur une logique question-réponse. Donc on a fait une vente. On a fait une vente privée, on était assez fiers parce la vente privée, on l'a faite avec vraiment des gens du métier, voilà, des experts du métier, des investisseurs du métier. On a collecté 4000 Ethers, on a communiqué là-dessus. On a commencé la
la prévente publique. On n'est pas très loin de la soft cap, là, voilà, actuellement. C'est là où on en est. Et des gens spécialistes du domaine. des freelance, par exemple, ou des Voilà, ça peut être des financiers. Enfin, une ICO, c'est l'occasion évidemment de lever des financements, mais c'est aussi l'occasion de rassembler une communauté. Voilà, c'est ça qui est important. Et dans cette phase privée, il y a des gens qui sont des gens du métier, qui sont des freelances du métier, qui sont des experts reconnus du métier, ou qui sont des patrons d'entreprise du métier, voilà, qui nous ont fait confiance sur cette phase-là. Et ça nous semble important dans le message qu'on fait passer sur le projet. Donc voilà où on en est. Après, vous pouvez aller sur notre site et regarder. On est en pré-sale, on a un minimum d'investissement de 10 Ethers sur la phase d'après-sale. Et la cross-sale sera lancée le 2 juillet. Une question, est-ce que Round A, cette ICO, ça correspondrait à une série A si vous faisiez une levée privée auprès de business angel ou de fonds? Ouais, c'est un peu plus que ça, c'est un peu plus qu'une série A. Ouais, par rapport au montant, mais c'est un peu ça. En fait, il y a un amorçage, maintenant c'est. Ouais, exactement. Et je pense que c'est important. C'est comme ça qu'on veut le faire aussi, c'est de montrer notre capacité à exécuter. Voilà, c'est vis-à-vis du marché. On peut lever beaucoup d'argent. On peut lever beaucoup d'argent sur des entreprises qui n'existent pas. On peut lever. Nous, enfin, on pense. C'est quoi la programmation, le timing de développement, on aura à partir opérationnel, on va dire début septembre. Au plus tard, la release 1 du coffre-fort numérique. Hein, voilà, et vous l'aurez même en test, pour ceux qui sont intéressés, d'ici 15 jours, sur Ropstone, il sera en test, donc vous pourrez aller voir comment ça marche, on est en train de finaliser l'interface utilisateur. Très vite, on va mettre le token en circulation sur notre marketplace, parce qu'on a déjà un système de crédit. Donc on va switcher le crédit avec le token. Voilà, donc on va faire en sorte qu'il soit utilisé le plus vite possible dans l'achat de services premium. Voilà, et après, on s'est donné 1 an pour avoir un environnement qui soit une première version, 200 000 freelance fin 2018. Voilà, mais c'est 1 an pour sortir une release qui tourne sur l'ensemble des dimensions qu'on a évoquées, avec un déploiement aujourd'hui, ce qui, en termes de business, hein, parce que c'est important, on est dans le business tous les jours. On vend des marketplaces privés là. Hein, et ce qui intéresse, donc on vend des marketplaces privés. Ce qui est intéressant des marketplaces privés aujourd'hui, ça va être l'occasion de certifier, donc de faire tourner tout ce protocole de réputation, parce que c'est un des points qui peut être un facteur d'attractivité de freelance. Lorsqu'on parle du marketplace privé, c'est pas exclusif évidemment. Hein. Les freelance par définition, ils ne vous appartiennent pas. Hein, c'est de dire, je les attire et je leur propose des choses qui leur permettent d'avoir envie de travailler avec moi. Hein. Et de dire, moi, en tant que client, je m'engage à vous certifier à la fin d'une mission. Ça, c'est un point qui est important, par exemple, hein, vis-à-vis des freelances. Voilà. Donc, le fait de commencer très vite à faire tourner ce coffre-fort et cette réputation professionnelle, voilà, dans notre roadmap, c'est un point important, c'est là qu'on va mettre le paquet. Une question, c'est-à-dire que, vu la conversion entre les TAO et les Ethers, donc il y a 150 000 millions. 150 000 Lyon. Qui sont par rapport à 24 000, donc c'est 16%. C'est-à-dire que, en fait, vous donnez disponible 16% du supply total de tokens, c'est ça? Ouais, c'est à peu près ça. Après, de toute façon, ce qu'on dit, c'est que tous ceux qui ne sont pas seront gelés par la suite. Et à la fin des 2 rounds, on brûlera tous ceux qui n'auront pas été vendus. D'accord, sauf qu'en fait, il n'y a pas. Vous n'avez pas, par exemple, pour une série, l'équivalent d'une série B ou une série C, comment ça marche? Après, on fera un round B, mais on fera pas, ça ne va pas être une ICO ponctuelle. Enfin, les tokens là sont gelés de toute façon pendant 1 an, tous ceux qui n'auront pas été vendus à la fin de l'ICO. Voilà. Donc c'est 1 an pendant lequel, de toute façon, c'est gelé et pendant lequel il faut qu'on délivre. Voilà. Après, comment on va organiser le round B, ça c'est un autre sujet, mais presque on est un peu dans cette logique-là. Ouais. Un one shot, parce qu'il y en a qui font apparemment des. On va l'étaler. Le round B, on va l'étaler. Il faut qu'on voit comment on l'organise pour que ça soit le plus intelligent pour tout le monde, hein, en termes de valorisation notamment. Donc il y a plusieurs options possibles. De toute façon, je vais vous dire, nous, en tant que fondateurs, les tokens, ça représente à peu près 8% des tokens qui vont à la team et à l'équipe de fondateurs, ils sont gelés 4 ans. Voilà. Donc pourquoi on fait ça? C'est pour dire, on n'est pas là pour se verser plein de tokens, les vendre et partir à la plage. Hein, on est là pour bosser dans la boîte. Voilà. Et nous, le message, c'est de dire, on est là pour délivrer
construire une boîte, on est ambitieux, voilà, on affiche l'ambition. Après, c'est pas parce qu'on affiche l'ambition qu'on va réussir. Hein, c'est pas pour être prétentieux, mais on a fait une ambition qui est de construire une des plus importants marketplaces de freelancing sur un système qui est différent, sur un mode d'organisation et d'engagement qui est différent. Voilà, on affiche cette ambition-là, et donc on s'inscrit, nous, dans la durée, en tant que fondateur, en tout cas, sur le token. Voilà, donc on n'est pas là pour faire un coup, etc. Pour bien comprendre, le montage, c'est la présentation est claire. La transaction elle-même du freelance, je deal avec Airbus. Ouais. Comment il me paye Airbus? Ah, il me paye en fiat, Airbus. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le paiement d'émission. Au plan théorique, oui, mais au plan de la transaction, il me demande quoi? Un récap, Exemple de deal. une facture, il me demande une raison sociale offshore. Ah oui, oui, alors après, il y a effectivement... Je ne suis pas en salaire. Alors, aujourd'hui... C'est soumis à TVA ou pas? Alors, ouais, alors... La question d'après. D'accord. Je veux comprendre. Alors, ok, d'accord. La Alors, transaction elle-même. ok, alors là donc on s'écarte un petit peu du sujet blockchain, mais c'est pas grave, c'est un point qui est très important. C'est dire effectivement, c'est un tout ce service-là. Ça veut dire qu'il faut, pour être un freelance et travailler avec Airbus, il faut pouvoir facturer. Voilà. Donc la facturation, je vais la faire soit directement à Airbus si je suis référencé chez Airbus, mais en tant que freelance tout seul, il y a quand même assez peu de chances que ça arrive. Ils le font. C'est enregistré là, donc je ne vais pas dire de mal. Mais... Non, mais toutes ces grandes boîtes savent le faire lorsqu'on est vraiment... on n'a pas le choix en fait. C'est-à-dire que je voulais absolument que vous travailliez pour moi, je vais trouver un moyen dans mon process achat. Mais en tout cas, ce n'est pas la règle, ça se comprend. Ce n'est pas la règle. Donc, si vous ne le faites pas directement via Airbus, après, vous avez des intermédiaires qui font du portage, par exemple, et qui vont faire du portage, soit du portage salarial. Hein, donc, vous n'avez pas besoin de créer votre structure juridique. Vous allez vous adresser à une boîte de portage qui, en plus, si vous choisissez la bonne, elle va être référencée au niveau des achats d'un grand groupe. Donc ça va vous aider à... Parce qu'en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez être payé par cette société de portage, et cette société de portage va facturer votre prestation à Airbus. Alors ça, c'est du portage salarial. C'est très particulier à la France, hein, ce statut, parce que c'est une activité réglementée. Donc dans d'autres pays, vous trouvez pas ça. Après, vous avez l'intérim. Après, vous avez le portage contractuel. Vous avez la SS2I. C'est quoi la structure juridique des différents? La grande majorité ont leur structure juridique. Aujourd'hui, dans notre population, dans ceux qu'on a, ils ont leur structure juridique. On est en train de faire des partenariats avec des sociétés de portage salarial, voilà, qui sont des gens qui n'ont pas leur structure juridique, mais à la rigueur, qui font ce choix-là parce que c'est plus simple, parce que administrativement, vous avez quelqu'un qui s'occupe de tout, et ça ne les gêne pas de payer X% de commission pour quelqu'un. En plus, le portage salarial, enfin, je ne vais pas faire un cours sur le portage salarial, mais l'intérêt, c'est que vous cotisez au chômage, hein, donc c'est un intérêt aussi. Voilà. Vous voyez, sur le statut de freelance, donc dans le service qu'on propose, il y a le service digital, et ensuite il y a des services, je dirais, à côté, qui sont des services potentiellement d'accompagnement, qu'on fera nous-mêmes ou qu'on fera en partenariat, qui sont toutes ces questions que vous évoquez là. Il faut que j'ai une responsabilité civile professionnelle pour travailler avec... oui, il y a... Ça, comment vous allez vérifier que les gens sont en règle par rapport à un tas de choses? Ben après, ça va dépendre de ce que le client nous demande en fait de vérifier. Très souvent, c'est le client qui le fait ou c'est un intermédiaire qui le fait. Nous, on est plutôt sur la partie digitale, on fournit l'infrastructure technique. Notre marketplace, dans une version privatisée, on est capable de la mettre à disposition, et on a déjà commencé à le faire, à des acteurs de services qui font ce boulot-là. Ça veut dire qu'ils vous reçoivent, qui font la vérification de vos assurances et qui ensuite le proposent aux clients. Dans sa version basique, on pourrait imaginer que ça ne se fait pas, et en fonction des exigences du client, on ajoute des services. Mais ça fait partie de la cotation Non, c'est pas... Vous dites que vous cotez les freelances. Non, alors dans la réputation, hein, alors c'est intéressant parce que effectivement, qu'est-ce qu'on met dedans? Dans le coffre-fort numérique, en fait, on peut mettre l'évaluation des compétences, des certificats de compétences, on peut y mettre des certificats de diplôme, on peut y mettre des certificats d'identité. Quand vous investissez dans notre SEO, vous allez faire un KYC. Ce KYC, on peut imaginer qu'on le stocke dans le coffre-fort numérique et quelque part, quand j'ai accès à votre coffre-fort numérique, la première chose dont je suis sûr, c'est que c'est bien vous. Donc ça, c'est intéressant. Alors, oui, après, alors pas dans le coffre-fort. Dans le coffre-fort, pas trop, en fait. Après, enfin, c'est pas ce qu'on a imaginé au départ, si vous voulez. Voilà, c'est pas ça. C'est vraiment on le voit plutôt comme un système qui vous permet de prouver que vous avez bien fait ce que vous prétendez avoir fait avec le bon niveau de qualité. C'est comme ça qu'on le voit. On est vraiment au niveau de la réputation. Après, le reste,
Non, sur la marketplace, vous pouvez avoir des indicateurs, des tableaux de bord qui vous permettent de savoir combien j'ai fait, mais c'est pour vous. L'idée, c'est pas d'aller. Mais de toute façon, il y a un point qui est quand même important, qu'il faut qu'on se dise clairement, c'est que dans ce coffre-fort, c'est vous qui choisissez ce que vous mettez. D'accord? C'est quand même vachement important. Aujourd'hui, tout ce qui est RGPD, aujourd'hui, c'est ça quand même. Moi, en tant que freelance, je peux aller sur une marketplace et leur demander d'enlever une notation négative que j'ai eue sur moi. C'est quand même, enfin, si on va jusqu'au bout, c'est ça. Hein. Donc aujourd'hui, dans le coffre-fort numérique, de la même façon, si vous demandez à un client de vous certifier et que ce certificat n'est pas bon, bah vous avez le droit de ne pas l'afficher. Alors vous allez me dire, ouais, mais ça fausse la réputation. Bah oui, mais ça c'est la vraie vie, ça. La vraie vie, c'est que même quand vous faites votre CV, quand vous avez une contre-référence, vous ne mettez pas forcément le focus dessus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de dire, quelqu'un, ça arrive de se planter sur une mission, par exemple. Ça arrive à tout le monde. Alors, moi, je connais des recruteurs, déjà, quand ils recrutent un freelance, ils leur demandent, pouvez-vous nous donner une contre-référence? Ça m'intéresse de savoir sur quoi vous avez pu vous planter. C'est un gage de sérieux. Mais même, quelqu'un qui se plante tout le temps, bah, il n'aura pas de certificat, et donc il ne sera pas capable de prouver que telle mission, il a bien eu le niveau de performance qu'il dit avoir eu. Voilà. Donc, mais quand on dit je suis propriétaire de ces données, si on va jusqu'au bout de la logique, c'est vraiment ça. Hein. C'est je choisis, au final, de mettre ou de ne pas mettre tel ou tel certificat. Mais c'est sous format libre et personne ne l'a revu, c'est-à-dire que le client, enfin le freelance, donc il met quelque chose sous format libre, il dit j'ai fait ça, et personne ne l'a... C'est le client qui l'émet. Pour pouvoir, en fait, un certificat, pour pouvoir l'émettre, il y a quelqu'un qui émet le certificat et il y a quelqu'un qui en est le destinataire. D'accord? Donc moi, en tant que freelance, ce n'est pas moi qui m'auto-évalue sur la mission, mais prenez une marketplace classique, prenez Airbnb par exemple, pour parler d'un autre sujet. Voilà, vous, en tant que client, vous utilisez un appartement, Airbnb, vous notez cet appartement ou pas hein, à la fin de cette utilisation. Bon, bah, c'est parce que vous avez payé, donc c'est la seule condition pour noter un appart, c'est que vous l'ayez utilisé. Hein, c'est pareil. C'est-à-dire c'est le client qui... Alors vous voyez, quand on dit ça, il y a un certain nombre de choses qui en découlent, c'est-à-dire bah, côté client, il faut que j'ai des gens qui vont le faire. Donc ça veut dire que côté client, pour qu'il le fasse, on peut imaginer qu'on le met dans le contrat. Dans le contrat qu'on va faire entre un freelance et un client, ça peut être à la fin de dire, à la fin, vous vous engagez à payer et à certifier, à émettre le certificat. Ouais. Donc c'est le client, il faut qu'on soit sûr que ce soit le bon client qui est fait. Donc, il l'envoie. Est-ce qu'il y a un coffre-fort pour les entreprises aussi? Alors, pour l'instant... Est-ce que vous parlez que des freelances? Ouais, alors... Très peu des entreprises. Est-ce que je peux interrompre juste Oui. C'est une pause technique. On a perdu un trousseau de clés qui était juste là au début de la conférence. Il est là, oui, c'est juste sur la table. Vous avez vu ça à la table? Ah. Alors, ouais, il était là au tout début. Il a disparu. Du coup, si quelqu'un l'a pris par mégarde, c'est pas impossible. C'est un trousseau de clés avec une clé de voiture dessus, etc. Donc, si vous pouvez juste, les personnes qui sont là-bas notamment, je vais les reprocher très rapidement, je suis désolé. C'est juste technique et la personne doit partir. Donc, on est un peu. Voilà, personne n'a trouvé des clés qui n'est pas à toi. Excusez-moi, moi j'ai une question par rapport au business model. Ouais. Vous pouvez dire un peu dessus, s'il vous plaît? Oui. Votre question... Ouais, sur le business model, en fait, si vous pouvez revenir en détail. Donc sur le business model, on a deux sources de revenus. D'un côté, on a ce qu'on appelle, pour les clients, des services premium. Ça veut dire quoi, service premium? Ça veut dire que lorsque vous avez une liste de demandes, mais une liste d'annonces, hein, quand vous en avez une qui est très importante et que vous voulez la taguer comme urgente, forcément, il faut faire payer quelqu'un parce que sinon tout le monde va dire c'est urgent et ça ne servira à rien. Vous voyez ça, c'est l'exemple qu'on vit et qu'on a déjà sur Talao, hein, qui existe. Hein. C'est de dire, par exemple, ma demande elle est super confidentielle, je veux que l'expert il signe un NDA qui va l'engager juridiquement en ligne avant que je lui montre le détail de la mission. Vous voyez voilà. Donc ça, c'est des services, on peut dire aux clients, effectivement, ces services-là, vous allez les payer et il y a des plateformes aujourd'hui traditionnelles qui fonctionnent un peu avec ces options-là. On s'en est un peu inspiré parce qu'on voit que c'était une bonne idée. Voilà. Et ça, vous pouvez être imaginatif à l'infini. Ça peut être tout simplement, par exemple, je veux utiliser des moteurs de recherche où j'utilise vos algos d'intelligence artificielle pour faire du matching. Parce que nous, on est très spécialisé sur des secteurs. Bon, on a de la data sur ces secteurs, on a des algorithmes qui sont... Voilà, ça, on peut faire payer. J'ai besoin d'assistance parce que mon besoin, je ne sais pas trop le formuler. J'ai besoin qu'il y ait quelqu'un... Enfin, vous voyez, ces services-là, voilà, ça, c'est une première source de revenus. Je ne pense pas que ça soit la principale. La principale, ça va être la seconde. Et la seconde, c'est vraiment le déploiement des marketplaces privés aujourd'hui. Qu'est-ce que vous appelez marketplace? Alors, marketplace privé, c'est simple. Vous allez dire, par exemple, Airbus,
pour prendre cet exemple-là. J'ai 5000, 10 000 freelance aujourd'hui et j'ai rien pour les gérer. Les grands groupes, pour ne pas en citer Airbus en particulier, mais les grands groupes aujourd'hui, il faut savoir que le freelance, on est entre de la ressource interne et du fournisseur. Et ces groupes-là ne sont pas du tout organisés pour gérer ces gens-là, qui de plus en plus sont des activités qui sont des activités core business pour ces boîtes-là. Donc elles ont besoin, elles n'ont pas de système d'information pour le faire, elles ne savent pas comment les animer. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que vous avez des fichiers Excel qui tournent à droite à gauche dans les boîtes. Quand ils ont un besoin, ils regardent dans leur fichier Excel qui ils peuvent appeler. Vous n'avez pas de suivi. Vous avez, donc ils ont vraiment un besoin. Aujourd'hui, ce n'est pas les grandes boîtes qui font ça, ils passent par justement des boîtes. Ouais, mais ce qu'on leur dit, c'est avec un service de main sans commission. Moi, je suis une entreprise PME, j'ai besoin de freelance, Oui. je travaille déjà avec. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est savoir qu'ils ont les compétences, mais aussi qu'ils sont en ordre avec pour payer la TVA, la RCP, etc. Ça. Mais ça, on peut imaginer, ce que vous dites là, on peut imaginer qu'on ait un certificat. Il n'y a pas un coffre, parce que moi, je fais une les certificats. Je le mets dans mon coffre. Mais bien sûr. Je fais une validation d'un freelance. Mais vous avez raison. Mais vous avez raison. Les certificats, on y met ce qu'on veut. L'essentiel, c'est. Parce que ça prend du temps. C'est vérification. Juste, ouais, je prends deux mots, est-ce que vous pouvez juste animer sur ce que vous étiez en train d'expliquer sur... Ouais, donc sur les marketplaces privés. Voilà. Donc l'idée, c'est de se dire, voilà, il n'y a personne, il n'y a pas d'acteurs aujourd'hui qui font ça. Clairement, hein, il n'y a pas d'acteurs qui disent. Parce qu'une marketplace privée, ce n'est pas qu'un outil. Vous savez, il y a eu toute la grande mode des intranets, des réseaux sociaux d'entreprise. Voilà. Gérer une communauté, animer cette communauté, c'est un vrai métier. Et ce n'est pas que mettre en place ces outils et ensuite ne pas s'en occuper. Voilà. Donc il faut être capable déjà d'avoir les bons outils, c'est une chose, et ensuite de proposer des process qui permettent d'animer, de fidéliser, de retenir ces freelances. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas des salariés, mais ils sont de plus en plus importants pour ces entreprises. Et donc l'idée, c'est de se dire, moi, quand j'ai une demande en interne, je prends un exemple, imaginez un grand groupe qui disent, moi, mes anciens, les anciens qui sont partis, c'est vraiment une ressource qui est capitale chez moi. La plupart des entreprises ne savent pas gérer ça. Quand les anciens qui partent sont dans la nature, on s'en occupe plus, ils partent avec un savoir-faire qui est monstrueux, ils ne savent pas le gérer. On peut imaginer, parce qu'on a qu'on mette en place une communauté dédiée à ces anciens et qu'on permette de dire n'importe qui dans la boîte peut les solliciter parce qu'on a une question. Tiens, comment on a fait il y a 20 ans pour faire tel développement? J'ai besoin de faire venir quelqu'un pour. Est-ce que, en plus, ces anciens ont aussi les connaissances des réseaux? Et ça, quand ils partent, on perd tout ça. Vous voyez? Donc ça, c'est un exemple concret d'utilisation d'un environnement privé. Et les grandes entreprises n'ont pas envie que ces anciens soient juste sur une marketplace publique. Parce qu'ils ont envie de les garder à proximité, garder le lien, garder la fidélité, etc. Donc ça, c'est un exemple concret qu'on a déployé pour gérer des marketplaces. Dans l'IT, vous avez de plus en plus des boîtes d'IT qui font appel à des freelances. Et ce n'est pas 2, 3, c'est plusieurs centaines en fait. Vous voyez? Et ils ne sont pas du tout outillés pour gérer ces marketplaces. Comme si vous donniez un peu un Talao en marque blanche. Exactement, exactement, tout à fait. Et en fait, le fait de dire sur Talao, quand je rentre, ben, je vois que j'ai une marketplace privée Airbus, je vois que j'ai une marketplace privée Sopra. C'est intéressant parce qu'on gère du flux de talents qui sont intéressés pour aller chercher tes missions. Et donc, vous voyez, l'exemple qu'on prend nous parfois en interne, c'est un peu l'exemple d'une galerie marchande en fait. Vous voyez, c'est-à-dire que je gère un flux qui rentre parce que toutes ces marketplaces de façon isolée, c'est très compliqué de générer du flux, des visites sur votre marketplace. Enfin, tous ceux qui essaient de monter des sites internet, qui essaient de faire la promotion, c'est compliqué de faire ça. Et si vous pouvez vous brancher sur un flux déjà de gens qui ne sont pas trop loin des profils que vous recherchez, c'est vachement intéressant. Alors, l'accès au coffre-fort n'est pas forcément payant. Le freelance, on peut demander à ce que l'accès au coffre-fort soit gratuit lorsqu'on est sur... vous voyez, c'est mes freelances, ils ont un coffre-fort, l'extérieur de la communauté paye, mais moi, comme c'est les freelances que j'ai fait rentrer, je ne paye pas par exemple. Donc, on peut imaginer ces modèles-là. Et pour revenir à votre question, les certificats, vous avez raison, on peut imaginer, il suffit de trouver... Enfin, pour qu'un certificat ait de la valeur, il faut que celui qui l'émet, quelque part, ait la légitimité pour dire, une fois que j'ai ce certificat, j'ai une totale confiance. Et vous avez raison, on peut imaginer qu'on ait un certificat qui atteste que je suis à jour de ma responsabilité. Il n'y a aucun problème pour faire ça. Il suffit que... Mais il faut qu'il y ait un émetteur qui, à un moment donné, va appuyer sur le bouton pour dire j'émets ce certificat. Donc, que ce soit les compagnies d'assurance, qui, à un moment donné, dire j'accepte de délivrer un certificat sur la blockchain. Mais vous avez totalement raison. Et plus on va avoir de certificats qui
qui vous donne la confiance en disant je peux aller vers ce freelance et faire bosser, si tout le monde a intérêt. Enfin, moi je suis 200% d'accord avec vous. Oui, oui. Ouais. C'est des abonnements, c'est variable, ça va au fonction d'utilisateurs, etc. Mais dans le modèle de revenu, c'est pour ça que vous posez une question sur le. Voilà. Nous, le pari qu'on fait, c'est là qu'on va générer du revenu, c'est là s'orienter en termes de valeur, c'est là où c'est le plus fort. C'est du revenu récurrent en plus. Non, on n'a pas imaginé ce revenu-là en token. Parce que, vous voyez, il faut que ça soit. Ah oui, bah de toute façon, oui. Ouais. Ouais, mais il faut qu'on soit. Les structures, il y a tout type de fiscalité, il y a tout type de. Ouais. Aujourd'hui, mais sur l'aspect facturation, c'est pas là, on voit l'utilité, dans un premier temps, du token. C'est-à-dire que moi, encore une fois, vendre des marketplaces privés à Renault en disant on va vous facturer un token, il faut qu'on soit réaliste. Vous voyez, c'est commence à dire ça, les gens vont dire ok, c'est pas votre projet, vous faites plaisir, vous faites du. Je réponds à cette question parce que. Ouais. Non. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se payer pendant l'ICO, on collecte des Ethers, au fur et à mesure, pour payer l'équipe en fait, en termes de salaire. Ce qu'on dit juste, c'est que les tokens qu'on reçoit nous au moment de l'ICO, en tant que fondateur, qui sont la contrepartie qu'on renonce à avoir en action, de l'autre côté, ça c'est bloqué, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les vendre. Allez vous dire. Ah ouais, il est public, vous pouvez l'auditer. Hein? Oui, c'est là-haut, mais on peut le valoriser avec des actions. Si des actions ne rapportent pas de dividendes, c'est compliqué. Nous, dans le oui, comme tout aujourd'hui, on est une entreprise privée classique. Nous, ce qu'on dit, c'est que dans le mode de gouvernance, on bloque le token. Dans la gouvernance, on fait monter tous les ans au board les représentants. Ça c'est écrit dans nos statuts. Donc, il y a un certain nombre de dispositions qu'on a prises qui sont soit dans nos statuts, soit dans la blockchain par rapport à la période de vesting, en fait, pour les tokens. Et ça, vous pouvez l'éditer parce que c'est public. Il n'y a pas de problème, vous pouvez le voir. C'est. Ah oui, pour l'instant. Ouais, nous c'est les tokens, demain. Si on dit on revend quelque chose, on revendra les tokens.
Ouais. 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 Voilà. Sur l'origine des fonds, on a une process classique de whitelisting, KYC pour identifier les investisseurs et donc quand ça c'est ce process-là qu'on a mis en place pour présenter un partenaire, c'est le process classique qui est compliant avec ce que peut exiger un établissement bancaire sur l'origine des fonds. Donc quand vous allez vous whitelistez, ce que vous avez fait, vous whitelistez sur notre site, regardez les questions qu'on vous pose, que vous devez cocher, déclarer, les documents que vous devez produire, voilà. Donc ça c'est la première chose. Voilà, c'est comme ça qu'on vérifie. Hein, au moins Voilà. Alors après, il y a la question de la sortie. Hein, c'est ça. C'est-à-dire que ça c'est compliqué. Alors, aujourd'hui, l'expérience qu'on a fait, c'est qu'il n'y a aucune banque française qui accepte ça. Sur des montants pas très importants, pas trop importants, ils peuvent dire ouais, ok, c'est bien, mais il faut limiter à 100 000 euros, 200 000 euros, oui, ça va pas faire. Mais il n'y a aucune banque, donc il faut aller voir ailleurs. Non. Aujourd'hui, à date, vous allez pas aller, on a fait le tour, il n'y en a aucune qui accepte de. Adil, elle accepte pas. Elle accepte pas de dire, elle prend pas l'engagement de dire. L'ICO par définition, c'est que des Ethers, on accepte que des Ethers. Donc on va recevoir des Ethers, à un moment donné, ces Ethers, pour fonctionner l'entreprise, il va falloir les convertir et les changer en euros ou en dollars. Donc ces fonds en euros-dollars vont arriver sur notre compte en banque. Et le compte ce que va dire la boîte, c'est dire moi j'ai pas de traçabilité de l'origine des fonds, donc vos fonds sont bloqués. Comme c'est arrivé, donc vous avez fait tout un process, vous avez mouillé le maillot, vous avez réussi votre levée de fonds et vos fonds sont bloqués par la banque, vous ne pouvez pas les utiliser. Et alors là, pour remonter la traçabilité, bon courage, vous partez pour des années du process. Hein? Non, vous pouvez trouver une banque suisse, vous pouvez trouver une banque en Allemagne, vous pouvez trouver... En fait, en France, les établissements bancaires français, on va y arriver vite, hein, mais malheureusement pour vous, c'est pas encore prêt. De la même façon, par rapport à la fiscale, hein, c'est comment c'est traité. Aujourd'hui, c'est difficile à faire. Hein. C'est de la prévente de service, hein, comme ici. Donc c'est TVA IS, hein, logiquement. Hein. Voilà. Non, nous on est des plateformes internet de. Non, on prévend nos jetons de. On n'est pas intermédiaire, on ne vend pas un produit financier. Hein. Non, je vais vous dire. Non. Je vais vous dire, c'est comme si je vous. On est utility token. Hein. Ah oui, on a vu la MF pour ça. Hein. Voilà. Oui. Non, c'est sur notre ICO, c'est marqué les résidents américains n'ont pas le droit de participer. Très clair, c'est très clairement dit. Hein. Voilà, donc on est utility token, donc on rentre dans cette législation qui de toute façon va devoir évoluer parce que vous avez ici une innovation en France qui ne fait rien. Le TVA plus c'est 50%. Ouais. En fait, là où le token va être principalement utilisé, c'est sur le protocole de certification. Je vous prends l'exemple vite de Camang. On dit il y a 250 000 utilisateurs. C'est vite à la haut en dépôt, c'est 2,5 millions de tokens qui vont tourner. Donc ça, c'est sur cette market. Ouais.
Ouais. Alors, c'est nous qui allons le fixer. D'accord. Le dépôt de garantie, ou si on le fait avec des partenaires, c'est eux qui vont le fixer. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Est-ce que ça ne va pas être dégressif? Est-ce que les règles sur le dépôt de garantie vont pas évoluer? Ça, aujourd'hui, je peux pas vous dire non, oui, etc. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment, derrière, l'idée, c'est vraiment un dépôt de garantie. C'est de dire, on s'implique un peu. Voilà, on met un peu d'argent, c'est pas beaucoup. Hein. C'est quoi le dépôt de garantie? Ça va être entre 50 et 100 euros maximum. Vous voyez, donc les gens qui payent LinkedIn tous les mois avec un abonnement en premium, ils payent 50 euros par mois. Donc pour un freelance, c'est pas irréel de dire on vous demande juste de placer et en plus vous les récupérez et vous les récupérez plus lorsque vous voudrez le fermer. Voilà. Donc, voilà, donc ça, et c'est intéressant les fonctions de déposit hein, sur la valorisation d'un token. Ce qui fait la valeur d'un token, c'est deux choses. C'est ce qu'on appelle la vélocité. Hein. La vélocité, c'est le nombre de fois où il tourne, et c'est aussi la tension que vous êtes capable de créer sur votre monnaie. Donc des fonctions de dépôt sont très intéressantes. Voilà, pour mettre en tension la monnaie. Donc, et ça, c'est la mise en tension, c'est le dépôt. Quand vous avez des tokens qui sont bloqués, par définition, vous raréfiez la monnaie que vous avez en circulation. C'est des mécanismes monétaires un peu classiques. Vous voyez, c'est qu'une seule fois ça, le montant du dépôt, ou le protocole permet de l'ajuster? Ah oui, on peut l'ajuster. Mais ça ne peut pas être qualifié de manipulation justement abusive, parce que selon la quantité de dépôt qu'on met, on fait monter le token ou on fait baisser. Ouais, il faudrait que. Le truc, c'est qu'il faudrait que. Je comprends, mais est-ce que vous ne risquez pas d'être un jour embêté là-dessus? Sur le thème, il y a de la manipulation derrière. Ouais, je pensais pas. Si on veut faire la manipulation de cours, je pensais pas comme ça qu'on le fera, mais c'est la question derrière. Non, mais ceux qui le font, c'est pas comme ça qu'ils le font, vous voyez. Ah, mais la question, c'est personnel. Moi j'ai une question qui est similaire, c'est comment est-ce que vous pouvez éviter que le prix du token se flambe et donc qui rendrait le token inutilisable pour l'instant. Il n'est pas basé à Gibraltar. C'est une bonne question. C'était une question pour votre responsabilité. Ouais, je comprends. Pas basé à Gibraltar, donc c'est intéressant d'y réfléchir. Après, quand on dit il va varier, ça va pas être ça peut être un indice sur le dépôt. Aujourd'hui, on est sur un dépôt qui n'est pas très élevé parce qu'on initie le process. Vous voyez, on est dans une logique d'adoption quand même. Hein. Voilà. Après, on va le stabiliser à un niveau qui va être relativement homogène et qui ne sera pas très élevé dans tous les cas. Parce que l'idée, c'est que ça y ait de plus en plus de gens qui l'utilisent. Après, la flambée des cours, c'est quand il y a beaucoup de spéculation dessus. Nous, le moyen, c'est que plus vous avez d'investisseurs qui sont des gens qui sont de votre communauté, vous voyez, c'est comme ça. L'ICO, c'est d'un côté des gens qui investissent pour spéculer, et de l'autre côté des gens qui investissent pour l'utiliser. Voilà. Donc plus on va avoir de gens qui achètent le token parce qu'ils en ont une utilité, et moins on aura de phénomènes spéculatifs importants à la hausse. La clé, c'est l'adoption. Exactement, c'est la clé totale. Comment vous communiquez sur votre ICO? Comment est-ce que vous ciblez justement la communauté? On communique des freelances, déjà on en a. Ça, c'est un système de référent aussi, vous avez dit. Voilà, on va mettre en place un système de référent. Pardon? Si vous connaissez Doc.io. Oui. Ouais, ils ont monté le même système. Ouais, tout à fait, ouais. Ah, ça marche bien. C'est un bon système de référent. On va faire un système de référent pendant l'ICO, pendant la crowd sales. On va dire, quand vous investissez et que vous parrainez quelqu'un qui lui-même investit, vous avez de commission et c'est sur 3 niveaux. C'est une commission, là. C'est une commission. L'idée, c'est d'inciter les gens de son réseau à investir. Voilà, donc on communique, on va dans les pays, on fait des meet-up. Je suis allé 2 fois en Corée là, en un mois. On rencontre les gens, vous expliquez, vous faites de la presse. Voilà, la com, c'est. Vous vendez mondialement sauf les États-Unis, en fait. Au moment de l'ICO, parce que, si vous voulez, les ICO sont interdites. Après, l'achat de crypto-monnaie, c'est encore un peu différent. C'est l'ICO. C'est l'ICO. Voilà, donc l'ICO, c'est interdit aux États-Unis, on n'y va pas. C'est écrit partout sur notre site, interdit aux résidents américains, interdit aux résidents américains. Ce qui est vraiment, enfin, pour nous, c'est dommage, hein, parce que c'est quand même un marché. Vous voyez, donc il faudra que. On a des experts, hein, en plus, des experts américains sur la plateforme. Bon, à un moment donné, il faut réconcilier
la contrainte de l'ICO avec la contrainte business. Et les freelances, c'est toute catégorie, enfin tout métier? Non, alors on est spécialisé sur on est plutôt focalisé sur on va dire des industries qui ont des enjeux technologiques assez forts. Donc on a défini 10 secteurs sur lesquels on se focalise, qui sont l'aérospace, l'énergie, l'automobile, la robotique, la blockchain, l'intelligence artificielle, l'industrie 4.0, enfin, soit verticaux, soit transverses. Et on fait un focus sur ces secteurs-là. Il y a des secteurs sur lesquels des gens d'un bon niveau, sur lesquels il y a des tensions sur le marché. C'est intéressant d'aller chercher un client. Donc on ne va pas tout de suite se confronter à des gens qui sont comme Upwork, l'IT, plutôt low cost en Inde, etc. Oui, c'est pas là-dessus qu'on va. Donc, nous, voilà, quand on dit qu'il y a 20% des freelances qui travaillent sur les plateformes en ligne, notre version c'est de dire qu'il y en a 80% qui n'y passent pas aujourd'hui quand même. Donc c'est ce flux-là qu'on essaye de capter. Il y a d'autres projets comme Talent, d'autres prestataires. Comment vous vous situez par rapport à ces projets? Il y a beaucoup de projets qui sont sur cette industrie-là. Mais ces projets-là n'intègrent pas. Talent qui est à la station. Ils sont plutôt où ces projets? Plutôt aux États-Unis ou non, il y en Europe? Ouais, il y en a partout. Après, Ou en Asie, peut-être aussi. Il y en a en Asie. Les projets qu'on a vus, Europe de l'Est, sortaient. Pourquoi, je ne sais pas trop vous dire. On a vu qu'ils sortaient en Europe de l'Est. Il y en a un qui va sortir aux États-Unis, je crois. Enfin, pas Amérique. Voilà, donc il y en a plusieurs. Après, chaque projet a son approche. Voilà. Nous, on va jusqu'au bout sur deux aspects. Et comment vous êtes situé? Vous les comparez? On a regardé tous les white papers, tous les projets qui sortent. On les a tous lus, on les a tous passés au panier fin. La réputation professionnelle, on est les seuls à proposer ça. Le fait de le faire comme ça, sur ce niveau de réputation, on est les seuls à proposer ça. Les autres sont le seul à faire comme ça, avec le dépôt. Ouais, à faire avec un coffre-fort, des certificats. Voilà, les projets qui sont pas très loin, c'est la certification sur les diplômes. Oui. Vous avez ça. Vous avez des projets où c'est la certification par endorsement, par recommandation, un peu comme sur LinkedIn. Ouais. Et c'est pas des clients qui payent du coup. Bon. C'est un autre projet. Mais celui avec vraiment parce que là, ce vers quoi on va, c'est un CV certifié en fait, au final. Là, ça coûte quelque chose de certifier. Oui. Ça coûte quoi? Ça coûte ce qu'il faut pour juste la transaction. La transaction, exactement. Et qu'est-ce qui m'empêche de faire une fausse opération sur le site et du coup d'en faire plein et de me superliker? Vous avez raison. C'est pour ça que dans le mécanisme du Vault, il va falloir qu'on référence les gens, les clients qui sont habilités à mettre des certificats. Parce qu'en fait, il n'y a rien potentiellement, hein, dans les protocoles qu'on a évoqués là, que ce soit Block Service, etc., en fait, il n'y a pas d'annuaire, ça s'appelle les issuers, hein, qui va, et ça on a besoin de le faire. Parce que sinon, effectivement, n'importe qui peut dire je m'appelle monsieur Léon Hermus, oui. Pardon, les issuers? Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est des gens qui sont habilités à émettre le certificat. Ouais. Hein, et donc ça, il faut qu'on ait un répertoire, on est en train de travailler là-dessus, un répertoire, au fur et à mesure que les clients utilisent les services, on identifie les gens qui vont être habilités à eux ou des intermédiaires. Et c'est vous qui le feriez ou ça serait externalisé? Une réflexion. Ouais. On a vu que c'était un point important, on a regardé comment on va faire. C'est un vrai sujet, ça. De toutes les transactions, du donneur d'ordre et des freelances sur le travail de l'équipe. Excusez-moi, vous allez avoir trace de toutes ces transactions qui passent sur la plateforme. Alors, oui, toutes les transactions qui passent sur la plateforme passent sur la blockchain. En fait, sur les transactions classiques, ce qui va être sur la blockchain, c'est les certificats. Ouais, mais ça peut être que des gens qui ont fait des transactions sur la plateforme qui devraient pouvoir certifier. C'est des gens qui ont fait une transaction avec l'expert. L'idée, nous, ce qu'on veut développer, c'est de dire on veut décorréler, c'est important, hein, c'est important parce qu'on croit à ça. On peut pas dire d'un côté on veut libérer les freelance et leur dire pour pouvoir avoir vos certificats, vous êtes obligé de passer par nous. Vous voyez, ça va pas, c'est pas cohérent de dire ça. On dit juste, nous on propose un protocole de réputation, il va être utilisé en premier sur Talao. Et nous, notre volonté, et ce qu'on fait avec Camon, c'est ça, hein, la plateforme coréenne, c'est vraiment leur dire, c'est pas notre marketplace que vous allez utiliser, c'est notre protocole de réputation. Et ça, quelque part, c'est bien, parce que pour le token, c'est bon. Et ce partenariat, ils utiliseront aussi votre token ou ils vont avoir un token
Ah non, ils ont notre token. Ah ouais. Ah oui. Tout le monde. Ah oui, c'est le. Talao, c'est forcément Ouais. Le coffre-fort numérique, c'est forcément le token Talao. Ça, c'est bien un truc. Voilà. C'est dans la blockchain de toute façon. Vous pouvez faire vraiment. Et ce sera leur propre blockchain dans les entreprises privées ou... Non. Enfin, en fait, la marketplace, la fonction marketplace, c'est pas sur la blockchain. On peut dire des choses. Aujourd'hui, c'est impossible de développer une marketplace sur la blockchain. Enfin, la techno, c'est tout. Pour envoyer des temps de transaction et de performance, etc. C'est possible. Non, la marketplace, elle est sur une technologie classique, en fait. Donc, c'est vraiment le protocole de réputation. Et c'est. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de la personne morale qui porte deux personnes morales? Domiciliation, type de structure, type de société, parce qu'il y a des questions qui apparaissent sur l'avenir. Vous avez parlé de positionnement en tant que fondateur et d'engagement de 4 ans. Oui. Le montage, il est en France. Tout est en France. La société est immatriculée en France. La société anonyme. Société SAS. SAS. Voilà. Les statuts sont publics. Vous pouvez y Elle accéder. s'appelle Talao, ça s'appelle? Oui, ça s'appelle Talao. En fait, ce qui s'est passé, pour vous faire historique, il y avait une société qui s'appelait Maïba, voilà, à l'origine. Voilà. On est en train de transformer en Talao. Donc, c'est une société SAS. Il y a un cabis. Il y a un cabis que vous pouvez trouver. Il y a encore une fois nos statuts. Si vous allez sur le site de l'ICO, vous accédez à nos statuts. On les a mis, ils sont en français, en anglais. Tout ce qu'on s'est dit là, c'est public. C'est que des personnes physiques. C'est que des personnes physiques ou des personnes morales, parce qu'il y en a qui ont investi à travers leur société sur laquelle ils sont majoritaires. Là, il n'y a pas de financiers. Pas de commissaire au compte obligatoire. Non. C'est un bon point aussi. Ouais, enfin après, si on a un commissaire au compte, si on a un commissaire au compte, c'est bazar. Et ils se sentent combien par rapport aux ICO? On a pris Mazar. Il va s'en faire. Non, au moment de mettre le coup de tampon. Ouais, alors justement, enfin, pour nous, le fait que Mazar ait accepté d'être commissaire au compte, Vous en avez parlé avant. voilà, on en a parlé avant, et c'est aussi un gage pour nous dans ce qu'on affiche au marché. Voilà, c'est de dire, regardez, on a un commissaire au compte qui s'engage à nos côtés, et on communique Les ensuite. commissaires au compte sont plus avancés que les banquiers en termes de capacité à parler sur des projets du genre. Et c'est bien de le faire en amont, en fait, mais tout ce monde-là, parce que je parlais de Far West, en fait, c'est vrai, c'est complètement Far West. Ça commence un peu à évoluer. C'est vrai qu'il y a un an, ceux qui démarraient les ICO ne se posaient même pas la question de savoir en termes de commissaire au compte qui je vais prendre. Donc ils ont fait leur ICO, puis après ils cherchaient un commissaire au compte. Il n'y a personne où il y a, et le commissaire au compte commence à regarder et disait à un moment, ah non, moi je peux pas. Il y avait surtout plein d'ICO où il n'y a pas de structure derrière. Il n'y a pas de structure, Ça fonctionnait en pur ICO, un projet sans aucune structure. C'est un projet. C'est des projets, c'est Un projet avec des gens qui étaient des électrons libres au niveau mondial. Ça n'a pas fait du bien, vraiment. Non, mais il n'y avait pas de désespoir, mais c'est juste. C'est pour ça qu'on pour les gens qui étaient sérieux, en tout cas, c'était dans. Je pense que ça se régule quand même, parce que les scams, on dit 80% de scams, donc je pense que ça se régule, les gens commencent à déjà regarder. Non, mais c'est vrai, oui, c'est-à-dire que. Et vous amenez dans la structure une activité passée. Voilà, de moins en moins. Par rapport aux ICO. Les boîtes, c'était complètement. C'était de la PowerPoint compagnie, c'était la PowerPoint compagnie, c'était 5 pages de white paper, on a un truc. Station S, c'est ça en fait. Mais on a des bureaux dans le sud-ouest, Il y a des stations c'est pas un site pilote. Est-ce qu'il y a des timings de changement justement par rapport aux activités historiques très différent des autres ICO. D'où l'aéronautique. Ouais. En fait, c'est vraiment c'est vraiment la techno. En fait, nous, on a vu la techno et la valeur, et en même temps, le fait de se dire, ça nous permet de proposer d'avoir une proposition de valeur qui est quand même très différenciante. Et puis, c'est une source de financement qui est rapide. Par contre, il y a quand même un truc, c'est que c'est quand même pas une opération facile. Non. Regarde, je pense que la belle époque, elle n'a pas duré hyper longtemps. La belle époque, on disait c'est de l'argent facile, en quelques semaines, non, c'est aussi compliqué, presque de faire des bio. C'est quelle durée 9 mois. Pardon? Ça coûte cher, quoi, des frais. Ça coûte cher. Le montage, le juridique, le financer, marketing. c'est un gros effort. Nous, on est différents dans la société, on a 10 personnes en freelance qui travaillent pour nous. On a une équipe de 20, maintenant on est monté à 25. Pour gérer tout ça, parce qu'à côté, il faut faire tourner aussi. Mais alors, c'est chronophage. quel est l'intérêt de le faire sur la place du Paris?
avec tout ce que vous nous avez dit. Non, mais pas parce envie qu'au d'aller ailleurs. plan, non, mais le plan, non, mais c'est très bien. On est tous Ouais, bah, contents, nous, SAS, voilà. on comprend, mais au plan fiscal, même si la France est en marche, même si tout ce qu'on veut, il ne se passera rien avant un an. Non, mais parlons, faisons, il ne se passera rien avant un an et demi, 2 ans. Oh, si, fin d'année. Non, mais ça, c'est des vraies alternatives, elles sont un peu exotiques. Hein. Non. C'est Malte, l'Estonie, bon, c'est Non, pas. non. Ah, si, il y a la Suisse. Ouais. Ça, c'est moins exotique. Bah, les Coréens, faire un SEO pour les entreprises coréennes, c'est interdit. Ouais. Donc elles vont Mais les étrangères peuvent. les étrangères peuvent aller vendre leurs SEO, c'est assez particulier. Ouais. Et donc elles vont toutes à Singapour en Suisse. Aujourd'hui, la Corée interdit, il y a une société coréenne de faire des SEO. Et vous, en tant qu'étranger, je vous Personne ne pas parle de SAS. Avant 2 ans, Je reviens sur la taxation. Vous avez dit, on pense que 90-95% des transactions se font en fiat. Le brevet de projet, c'est d'utiliser le token comme des transactions pour le moment. Pour le moment. Comment se ferait un jour cette transition? Et est-ce que ça serait potentiellement faisable? Et c'est ce que vous appelez dessus parce que oui, techniquement, il n'y a aucun problème. Techniquement, on n'a aucun problème. Encore une fois, c'est juste une question d'adoption. On parlait d'adoption. C'est clé, hein. On est quand même sur la technologie qui est nouvelle. Parfois, on nous dit ouais, Talao, depuis que vous êtes allé dans la crypto, mais non, on n'est pas dans la crypto. En fait, vous voyez, donc les assimilations sont vite, on fait des raccourcis, donc il faut qu'on explique ce qu'on fait. Donc, parce que le risque, c'est aussi que finalement les transactions se fassent toujours en Ether ou en Bitcoin et que vous restiez cantonné à le blocage, les sommes de garantie des portefeuilles. Ouais, en fait, après, juste notre expérience, c'est qu'on a déjà un système de crédit qui tourne en fait. Voilà. Vous voyez, on ne part pas de zéro avec ça. C'est pas un crypto, c'est pas aussi facile d'acheter des tokens, mais ça va devenir un peu plus facile d'acheter des tokens sur le marché. Et comment vous financez en ce moment tout ça, ces dépenses, ces 20 personnes qui bossent, hein? On a fait. Ah, vous avez de l'argent? Ouais, on a de l'argent. Alors justement, les gens qui sont actionnaires, avant eMindUp, quand vous passez à la transition Talao, comment, la table de capi telle qu'elle était avant, comment elle se translate avec maintenant Talao, avec des tokens, etc. Talao, c'est un projet de la structure, comment ça s'appelle eMindUp. Où c'est que c'est vraiment à côté de notre structure. Juridiquement, on a un accord de JV entre les deux structures qui sont amenées à fusionner. Ça va marcher. Après, la table de capi, elle est indépendante de la SEO. La SEO, par définition, elle ne touche pas la table de capi. Les actionnaires de Talao, ils sont forcément token holders à un moment donné. Exactement. Parce que sinon. J'imagine qu'il y a du love money ou des investisseurs externes. Et ouais, ils se retrouvent avec des parts, ou des tokens maintenant, ils auront des tokens. On ne tue pas leur action, on dit juste que les actions, voilà, on a changé un peu le montage, effectivement, et on a des tokens comme on a prévu, on distribue aux fondateurs, aux actionnaires. Mais le pacte tel qu'il existait, donc souvent quand il est levé, il y a un pacte, et après il y a un fonds qui vient, c'est réglé, et après on refait le pacte, etc. Ouais. Et là, le pacte d'origine, le dernier pacte, est-ce qu'il devient obsolète, il devient, comment ça se passe? Parce qu'on a dû faire des changements dans les statuts, donc il y a des clauses, un peu compliquées. Juridiquement, il a fallu faire des adaptations. Voilà, on change le modèle. Ça, vous avez raison, c'est pour les actionnaires, pour les fondateurs, même pour les fondateurs, si vous dites, au bout d'un moment, je vais jusqu'au bout de la logique, c'est pas possible. Hein. Et votre activité primaire, initiale, vous la continuez? Ah bah, c'est bien, parce que vous n'êtes pas... Voilà, ils vont fusionner, donc il y aura 2 activités. Non, on a vaincu, en fait, on a fait ce montage-là parce que du coup, on peut porter la SEO par une quantité, mais l'activité, c'est vraiment une continuité. Nous, on se dit, on a démarré comme une marketplace centralisée. Voilà. On intègre la technologie blockchain et on va vers la décentralisation. Est-ce que vous envisagez à un moment donné que les résultats, si vous n'avez pas forcément toujours des projets de racheter des tokens pour les autres dans un avenir? Je ne sais pas comment on va faire ça. Vous avez déjà répondu déjà. Sur la SEO. Sur la SEO. Vous allez les détruire. Ouais, mais après, c'est ce qui est sûr, c'est que de toute façon, la réponse, c'est quand même de dire,
on est tous alignés sur les mêmes intérêts. Voilà. C'est quand même ça qui est intéressant, moi je trouve, hein, dans le schéma. C'est que nous, fondateurs, il n'y a aucune raison qu'on prenne une décision qui va à l'encontre du token et des gens qui ont investi sur le token, parce que on est tous. Et moi je trouve ça intéressant quand même d'être capable aujourd'hui de proposer des modèles dans lesquels vous alignez ça, parce que les modèles traditionnels, quand même, par définition, en tant qu'actionnaire, vous avez envie de sortir des profits. Sortir des profits, ça a l'intérêt aux clients, aux utilisateurs. Là, on a, alors peut-être que c'est un peu idéal, hein, parce qu'on est quand même au tout début de ce genre de mécanisme. En tout cas, c'est quand même intéressant de se dire, ouais, en fait, on est tous alignés sur le même intérêt. Voilà. Donc après, le mécanisme qu'on va mettre en place, ils sont, mais en tout cas, ils serviront les intérêts qui sont les vôtres et les nôtres. Voilà. Donc ça c'est fort. Je pense que c'est fort dans les modèles, ces nouveaux modèles d'organisation. Chaud. J'ai une question sur quand ça a été annoncé en mars. Ouais. Qui a chiffré qui a dit 60 millions, qui a Airbus, Havas, etc. Et qui dit à un moment donné, ils vont se lancer, enfin en sachant que vous ne saviez pas, parce que vous ne savez pas le succès, il faut faire de la publicité, de la communication, mais qui dit à un moment donné, qui a estimé, on lance une ICO et à peu près 60 millions. En fait, ce qu'on a regardé, c'est. On a regardé ce qu'avait fait les autres. Ouais. Si on part avec une ambition qu'on affiche et dire on va faire partie des leaders mondiaux, voilà, parce que c'est intéressant d'aller sur la blockchain, faire un SEO, ça permet de faire ça. On a regardé ce qu'avait fait Power, combien ils avaient levé, combien ils avaient investi, combien ils avaient. Ouais, pour se dire de quoi on a besoin, voilà, pour construire un acteur qui soit leader mondial demain. C'est partie de ces évolutions. Ça, c'est le premier calcul. Et après, le deuxième calcul, pour aller un peu plus loin sur la valorisation du token, etc., c'est de dire quelle est la masse monétaire qu'il faut que je mette en circulation pour que le service tourne. Enfin, un certain nombre d'hypothèses, évidemment. Ouais. Donc, c'est ces deux choses-là qui font qu'on arrive à ces valeurs qu'on a là. Ouais. Donc, c'est clair, peut-être, hein, pour parler des choses un peu comme ça. Augure, elle veut pas la même chose. Hein. Oui, c'est pas simple, hein, comme mécanisme. Et on est sur des mécanismes monétaires. C'est ça qui est pas facile, c'est qu'on est plus sur des mécanismes d'action, de valorisation d'action, etc. Mais sur des mécanismes qui s'apparentent à des mécanismes monétaires. Et vous direz à quel niveau c'est un succès? Est-ce que, par exemple, vous dites, voilà, on a atteint le soft cap, c'est déjà un succès, bon, peut-être bientôt le hard cap, mais à quel niveau? Est-ce que les gens vont comparer 60 millions par rapport à un an où c'était. Il faut que ça soit comme Dom Raider, je pense. Faudrait je pense, c'est bien. Ouais, je pense que c'est ça. Enfin, oui, le succès, c'est notre capacité à délivrer. Vous êtes un spéculateur, c'est. Non, mais déjà en termes de capitaux récoltés, il faudrait récolter une trentaine, je pense, au moins. Après, il faut être capable, effectivement, sous 1 an ou 2 ans de délivrer, mais on voit que des gens, beaucoup plus du secteur, etc., ont du mal à lancer. Augure, c'est un très bon exemple. C'est quand même des gars qui sont dedans, qui sont nés dedans, c'est des experts, et ils ne faut pas sortir un truc depuis un an et demi. La plateforme de marché prédictif, ça fait 15 mois qu'ils galèrent, parce qu'il s'agit, avant de le lancer, le truc, il faut qu'il soit complètement blindé au niveau sécurité, au niveau des stress. Et ça, c'est très long. Donc c'est vraiment ça. Et on tombe dans la vie des boîtes, en fait. Hein. C'est que c'est bien de faire, c'est bien et il faut délivrer le truc derrière. Et nous, ce qu'on met en avant, c'est qu'on sait délivrer. On a déjà fait délivrer des projets. Et quand même l'exécution, réussir l'exécution, c'est quand même la meilleure des garanties que vous pouvez donner. Ça veut dire, parce que le token il va être valorisé, sinon on est sur le pur mécanisme spéculatif. Bon, c'est comme ça, hein, mais il y a des tokens qui varient beaucoup, après il arrive beaucoup sans annonce particulière sur l'exécution, sur des phénomènes. Comment spéculatifs. D'un point de vue pratique pour le client, enfin pardon, pour le freelance, vu qu'il n'y a plus de commission, il gagne plus, ou alors en fait le client il a baissé son taux. C'était quoi, 15% avant 20%? Là, ouais, c'est 10 à 20%, ça dépend des marketplaces. C'est le marché qui dira, c'est peu d'adoption qui compte. En tout cas, vous avez plus ce biais-là. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour toutes ces questions. Les acheteurs des clients. Non, les acheteurs des. J'ai un autant de questions. Non, mais c'est super.